Bonjour, bienvenue dans cet audio, je m'appelle Emmanuel Winter, je suis hypnothérapeute sur Mâcon, et donc c'est le 3e épisode d'une série de podcasts que j'ai commencé il y a quelques jours, la semaine dernière en fait, et donc ces audios sont hébergés sur YouTube, c'est peut-être comme ça que vous êtes tombé dessus, mais l'idée c'est d'intégrer vraiment les vidéos dans les pages de mon site, pour faire un genre de blog audio en fait. Et donc j'ai été agréablement surpris ce matin en voyant que la première vidéo du podcast a été vue par plusieurs dizaines de personnes, donc il y a des gens que ça intéresse, ça me fait plaisir et ça m'encourage à continuer, et donc quelques réactions, quelques contacts positifs d'ailleurs. Et je vous invite à me contacter, les gens soyez pas timides, je tiens compte de vos remarques, de vos questions, j'en ai besoin. L'idée c'est pas de rester tout seul dans mon coin à raconter quelque chose, mais d'établir un contact, une relation avec les gens, qui va pas forcément aboutir à des rendez-vous, mais l'idée c'est qu'on apprenne tous quelque chose. Disons que la pratique de l'hypnose est une pratique vivante qui est en constante évolution, et on doit rester vraiment au contact du public pour suivre les évolutions des besoins de la société, des mentalités, des cultures, de ce qui se passe en fait, pour pas rester enfermé dans une pratique qui pourrait rapidement devenir anachronique. J'en ai parlé dans le dernier épisode, les besoins évoluent constamment et on doit rester en contact. Ça fait partie de la démarche, puis une démarche pédagogique, disons, pour décrire, pour expliquer ce que peut faire l'hypnose, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on peut en attendre, etc. Il y a beaucoup de choses à en dire, ça prend du temps, et je trouve que le format audio est tout à fait adapté pour ce genre de communication, en fait. Et donc, un premier retour, c'est que je dis pas grand-chose sur moi-même. C'est vrai, j'en ai perdu l'habitude, en fait. Depuis 12 ans que je fais de l'hypnose, je me suis présenté des dizaines, probablement des centaines de fois pendant des présentations publiques ou des conférences ou des formations que j'ai animées, puisque je suis formateur aussi. Enfin, on est deux sur l'activité formation. Donc j'ai formé des dentistes, des psychiatres, enfin voilà, des gens que j'aurais jamais rencontrés dans mon ancienne vie entre guillemets, qui est la même vie, mais où il y a quand même eu un gros changement pour moi quand j'ai décidé de me professionnaliser dans l'hypnose. Et je me rappelle que quand j'ai commencé, c'était quelque chose de très marginal en fait. Alors pas seulement l'hypnose, mais le fait de devenir un thérapeute alternatif quand on a plus de 30 ans et qu'on a déjà un certain vécu dans le monde du travail, de l'entreprise, du salariat, etc. C'est vraiment un changement de mode de vie total. Et mon parcours, en fait, j'en ai parlé plein de fois, parce que comme c'était une pratique très marginale, en fait, il y avait une nécessité, un peu une injonction à vraiment justifier ce qu'on faisait, pourquoi on était là, et enfin, c'est vrai pour moi, mais c'est vrai aussi pour mes camarades thérapeutes, quand j'ai démarré, on a été nombreux à commencer l'hypnose un peu en même temps, à suivre des formations, etc., puisque c'est quelque chose qui s'apprend, qui se transmet, qui évolue, qui se travaille. L'hypnose, c'est pas quelque chose d'inné, ça s'apprend, c'est extrêmement technique, c'est extrêmement complexe. C'est pas une question d'avoir des dons ou des pouvoirs, surtout pas. On a besoin de certaines compétences et certaines qualités humaines comme l'empathie, l'écoute, la bienveillance, enfin qui ne font pas tout, mais qui sont indispensables. Et donc chaque fois que je prenais la parole, je me sentais un peu obligé de dire d'où je venais, qui j'étais, pourquoi je faisais ça, etc., etc. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'en ai perdu l'habitude, puisque des thérapeutes alternatifs, vous en trouvez partout, on est très nombreux, pas seulement dans l'hypnose, on est très nombreux, mais certainement pas assez nombreux par rapport aux besoins qui existent, et beaucoup de gens qui pourraient être intéressés par nos pratiques peuvent avoir des réserves, des appréhensions. L'hypnose, ça fait peur encore aujourd'hui, il y a toujours ces clichés qui nous collent à la peau de la vieille hypnose autoritaire.
Et les gens légitimement se demandent, attends, qui sont ces gens? Voilà, qui sont ces gens qui font de l'hypnose? D'où est-ce qu'ils viennent? Pourquoi ils font ça? Est-ce que c'est des sorciers? Est-ce que c'est des magiciens? Est-ce que c'est des gourous? Est-ce que c'est des charlatans? Est-ce que c'est des gens sérieux? On sait pas trop. Bon, voilà. Ça rejoint ce que j'ai dit déjà dans les épisodes précédents, c'est que la communication autour de l'hypnose auprès du grand public, en général, est assez confuse, assez abstraite, et moi j'essaie de ramener les choses un peu sur le sol et de rattacher ce qui est dit à des situations concrètes, des situations réelles du quotidien dans lesquelles les gens peuvent se reconnaître. Et donc comme cette activité s'est vraiment normalisée, voire banalisée, les gens se posent moins de questions, mais ils s'en posent quand même, et parfois j'ai tendance à l'oublier, donc j'oublie un peu de me présenter, je donne mon titre, et puis je parle de ma pratique. Alors, je vais pas passer non plus 2 heures à raconter qui je suis, d'où je viens, mais ça peut être important pour certaines personnes de savoir à qui on a affaire, ça se comprend. Donc mon parcours, bon, il est pas hyper original. En fait, il est même très représentatif du parcours de peut-être 90% des hypnothérapeutes. C'est-à-dire que j'ai passé un certain nombre d'années à travailler dans des vrais métiers entre guillemets, dans des emplois normaux en entreprise avec un statut salarié. J'ai commencé en bas de l'échelle, j'ai été manutentionnaire, préparateur de commandes, cariste, j'ai mon permis de transport en commun poids lourd aussi, j'ai appris à souder, enfin bon, j'ai fait pas mal de choses. Et puis petit à petit, bon, bah, j'ai fait preuve de capacité dans certaines fonctions, et puis j'ai évolué vers des fonctions tertiaires, des fonctions commerciales, des fonctions d'organisation. Et puis un de mes derniers jobs, bon, c'était vraiment un travail un peu d'interface, de faire le lien entre le site de Mâcon et puis la maison mère qui était en Allemagne. Donc je parlais anglais toute la journée avec des Allemands, et puis on parlait de flux logistique, de chiffres et de production et de choses comme ça. Ça me plaisait d'ailleurs. Enfin, je me suis vraiment éclaté. J'ai eu des bonnes années, et autour de 2009-2010, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette époque, il y a eu une grosse crise économique. D'ailleurs, Mâcon, qui avait où il y avait encore des sites industriels sur la ville, autour de la ville. Bon, bah aujourd'hui, Mâcon, c'est devenu une ville de tourisme, une ville de services, et l'industrie, ce qu'il en reste, il y en a plus pour longtemps. Le monde change, le monde évolue, et nous évoluons avec lui. Et donc pendant cette période, c'était très compliqué, puisque dans l'entreprise où je travaillais, il y a eu plusieurs vagues de licenciements, mais des plans sociaux avec des grèves. Enfin bon, on a fait grève, on a fait brûler des palettes dans la cour de l'usine, etc. C'était chaud, quoi. Et j'ai vu mes collègues se faire virer les uns après les autres, en fait, des gens avec qui j'avais travaillé, où vraiment on était liés, quoi. Ça crée des liens de passer plusieurs années à travailler avec des gens. Bah, je les ai vus se faire virer, je me suis retrouvé un peu tout seul à attendre mon tour, en fait. Et vraiment, c'était très pénible cette période-là, parce que je savais que mon tour viendrait, tôt ou tard, et j'ai passé 1 an et demi, 2 ans comme ça, dans un conflit permanent avec moi-même, où je savais que mon emploi n'était pas viable. Enfin, j'étais en intérim, en fait. Il y a un moment, ça se terminerait, on me demanderait de partir. Et la motivation n'était plus là, et tout ce qui venait de la direction, de la hiérarchie, tout le bullshit managérial que je tolérais jusque-là, ça ne marchait plus, je n'y croyais plus, je devenais complètement réfractaire à tout. Et enfin, un jour, le soulagement, mon tour est arrivé, on m'a demandé de partir. Alors que bon, j'étais encore performant dans mon job, mais c'est des questions de ligne budgétaire. Un jour, vous êtes indispensable, et le lendemain, on n'a plus besoin de vous, monsieur Winter, s'il vous plaît. Prenez le chèque et allez-vous-en. Donc j'ai été démissionné comme ça. Alors c'était très étrange, parce que vraiment, j'avais l'impression qu'il y avait plus d'argent pour virer les gens que pour les garder en poste. Il faut voir ce que la boîte avait versé comme indemnité aux gens qui ont été licenciés, ou enfin surtout les départs volontaires qui étaient très bien financés. C'était assez bizarre. Donc j'ai pris l'argent, je suis parti, j'ai fait d'autres jobs comme ça un peu vite fait pour survivre.
Et j'ai commencé à me poser la question au niveau de l'hypnose que je pratiquais déjà depuis des années, j'avais appris, je faisais ça un peu dans mon coin, comme ça, pas très... c'est pas que je travaillais pas sérieusement, mais c'était pas professionnel, si vous voulez, c'était un peu anecdotique, et je me suis vite rendu compte que si je voulais continuer, il fallait déjà être prêt mentalement, psychologiquement, parce que bon, quand vous êtes salarié, il y a beaucoup d'inconvénients, mais il y a aussi beaucoup d'avantages. Vous avez une mutuelle, vous avez une sécurité de l'emploi qui est relative, hein. Aujourd'hui, la sécurité de l'emploi, ça n'existe plus. Enfin, n'importe qui peut considérer avoir un emploi stable et se faire virer. Enfin, en moins d'un mois, ça peut être plié, quoi. Mais vous avez la mutuelle, le comité d'entreprise, les congés payés. Enfin, il y avait quand même des avantages à rester salarié. Mais vraiment, après tout ce que j'avais vécu, tout ce que j'avais vu et vécu comme sauvagerie en fait du monde de l'entreprise, à un moment j'étais prêt pour travailler tout seul à mon compte. C'est-à-dire avec personne au-dessus de moi ou autour de moi pour prendre des décisions, etc. De prendre toutes les responsabilités de mon emploi, ça a vraiment été un apprentissage qui était compliqué. Mais comme je vous l'ai dit, voilà, pour moi, cette pratique de l'hypnose n'est pas compatible avec l'amateurisme, et donc je devais m'y impliquer vraiment, quoi. Et il y a un moment où en fait c'est vraiment une passion et ça devient irrationnel, et tous les gens qui m'ont mis en garde que vraiment c'était un suicide social de se lancer en tant que thérapeute indépendant alternatif comme ça. J'ai été content de leur donner tort, mais quand même il y a eu des difficultés. Donc à partir de là, j'ai commencé à suivre des vraies formations. Je me suis enregistré à l'URSSAF pour avoir un numéro de SIRET, payer des impôts sur mes revenus de séances d'hypnose, et avoir une existence, une reconnaissance légale à ce niveau-là. Et puis j'ai suivi des formations avec des gens dont le nom ne vous dirait rien, mais qui sont assez connus dans le monde de l'hypnose, par exemple des dentistes, des psychiatres, beaucoup de gens de pratiques différentes ont en commun l'outil hypnose en fait. Et par la suite, j'ai développé mon activité, j'ai aussi fait de la formation, enfin j'en fais encore, je suis aussi formateur, on est deux sur l'activité de formation, et on a formé des kinés, des dentistes, des psychiatres, des psychologues par exemple, mais surtout des hypnothérapeutes comme moi, qui viennent d'un background qui n'a rien à voir en fait avec tout ce qui est thérapie, etc. Ce qui apporte un regard très intéressant, enfin c'est vraiment quelque chose qui revient souvent, c'est que pour les hypnothérapeutes, simples hypnothérapeutes en fait, qui ne font vraiment que de la thérapie par l'hypnose, il y a cet effet d'avoir les mêmes codes en fait que les gens qu'on reçoit. C'est-à-dire quand les gens vous parlent de stress professionnel par exemple, ou de burn-out, généralement les hypnothérapeutes à 80%, c'est des choses qu'ils connaissent très bien, qu'ils ont vécu. Ça veut pas dire qu'ils ont les meilleures solutions, mais en tout cas ça veut dire qu'ils sont capables de vous écouter, de vous comprendre, et de pas vous raconter n'importe quoi par rapport à ce que vous dites. Ça c'est très important aujourd'hui, et plus encore qu'il y a une dizaine d'années. Les gens sont vraiment isolés en fait. Les gens, dans leur grande majorité, n'ont personne à qui parler. Et c'est dramatique, hein. C'est-à-dire même des gens qui peuvent être très bien entourés, avec des amis, une famille, etc., ne trouvent pas une oreille attentive pour parler de ce qui va pas dans leur vie en fait, parce que personne n'est disponible, personne n'a le temps, la société, les rapports sociaux ont évolué, et tout le monde est de plus en plus isolé. Alors la critique d'internet et des smartphones, des réseaux sociaux, elle serait facile, mais c'est plutôt un symptôme, et je pense que même les relations virtuelles sont préférables à pas de relation du tout en fait. Voilà.
Et donc mon parcours c'est ça en fait, c'est pas autre chose. J'ai pas fait un voyage, je sais pas, en Indonésie et j'ai eu un flash, une épiphanie, une révélation. Enfin, vous savez le genre de truc que beaucoup de, enfin ça pour moi c'est les discours de charlatans en fait. Non non, de devenir thérapeute c'est un vrai projet, ça a été un projet professionnel. Enfin ça implique des problèmes financiers aussi parce qu'il faut 1 an, 2 ans, 3 ans pour lancer son activité, commencer à avoir un revenu stable. Pour avoir un plein temps. À côté de ça, vous avez une famille, une famille à nourrir qui compte sur vous, qui est pas forcément favorable au projet, etc. Donc c'est quelque chose de très matérialiste en fait. Hein. C'est pas, si vous pensez que devenir hypnothérapeute c'est un peu un truc de perché, bah non, c'est vraiment un truc de gens normaux qui à un moment ont choisi cette direction-là et qui s'en félicitent. Et c'est mon cas. Donc voilà, je reviendrai peut-être sur mon parcours à titre d'exemple pour illustrer certaines choses, mais je pense pas que ce soit plus intéressant que ça pour vous, quoi, en fait. En même temps, je sais par expérience que ce que je dis, ça peut être plus ou moins bien perçu. Maintenant, je peux pas vous dire autre chose que ce que je pense. Il y a beaucoup de gens qui ont des attentes, je sais pas comment dire, des attentes excessives par rapport aux thérapeutes, qui ont besoin qu'un thérapeute ce soit un peu un espèce de super humain, un truc un peu d'embellir les choses, qu'il y ait une belle histoire, un beau storytelling aussi, parce que si vous consultez un thérapeute qui est un peu un génie, qui a un parcours incroyable, qui a beaucoup voyagé, etc., c'est valorisant, c'est valorisant. Vous allez pas voir le thérapeute lambda, vous allez voir le meilleur, qui est 2 fois plus cher que les autres, qui est très connu, etc. Bon, moi, ce genre de choses. Vraiment ne me ressemble pas en fait. Voilà, moi je suis une personne normale et je fais de l'hypnose pour les gens, pour les gens normaux. Je vais pas aller plus loin sur mon autobiographie puisque comme je vous l'ai dit, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Je préfère parler de vous, je préfère parler des situations que vous vivez, peut-être, certainement, et de chercher des solutions. De vous amener, là, il y a la solution hypnose, mais je vais pas faire de l'hypnose à travers des audios, donc je vais plutôt vous apporter, essayer de vous donner, de partager l'expérience que j'ai, de ce que les gens me disent, ce que les gens font, qui me disent que ça marche, etc., pour vous donner des pistes d'action, des pistes de réflexion pour que vous puissiez, vous, améliorer vos situations du quotidien, que je ne connais pas, donc voilà, c'est un exercice qui est difficile. Un des principes que je voudrais développer aujourd'hui, c'est l'importance de l'information. Alors, pour résumer un peu tout ça, c'est vraiment une recherche, une réflexion que j'ai à peu près depuis le début de ma pratique. J'avais entendu parler d'un livre que j'ai lu, mais qui n'était pas traduit à l'époque, donc je m'étais un peu cassé le cerveau à lire ça en anglais. Mais heureusement c'était plutôt bien écrit et assez simple à comprendre. Et le livre, dont j'ai oublié l'auteur, mais c'était un nom d'Europe de l'Est, un peu imprononçable pour moi, quoi. Qui s'appelait The Information Diet, c'est-à-dire la diète informationnelle, le régime d'information. Enfin, c'est assez difficile à traduire, et forcément, si vous entendez diète, vous entendez régime, ça va peut-être mettre des barrières. Mais l'idée, c'est que l'information qu'on absorbe, qu'on consomme toute la journée, a vraiment un impact sur notre équilibre émotionnel, notre équilibre nerveux. Dit comme ça, c'est facile à comprendre, mais la pratique de ce principe, c'est vraiment autre chose, quoi. Et ça se relie un peu à un genre de proverbe que vous avez peut-être déjà entendu dans certaines séries ou films américains. C'est vraiment un proverbe très américain. Vous êtes ce que vous mangez. Vous êtes ce que vous mangez, et de la même manière, vous êtes l'information que vous consommez. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Très rapidement, si vous passez vos journées, par exemple, à regarder CNews ou BFM TV,
en boucle, toute la journée, tous les jours, pendant des années, vous allez être extrêmement anxieux, parce que vous êtes exposé à des informations qui sont anxiogènes, et pas forcément en plus représentatives de la réalité. C'est-à-dire que les événements qui sont décrits en boucle encore et encore sont peut-être des événements réels, mais interprétés d'une certaine façon, avec un effet de loupe qui fait qu'on ne voit que ça, on ne voit pas tout ce qui se passe autour, et ça rend nerveux. Et je vous ai parlé de ce monde de l'entreprise, de la sauvagerie du monde de l'entreprise dans les dernières années où j'ai évolué dans ce milieu-là. Et vraiment, c'était ça, c'est-à-dire que vous êtes exposé dans ces situations-là en permanence à des informations qui sont anxiogènes, qui sont dévalorisantes et qui s'infiltrent un peu comme un dégât des eaux et qui dégradent la personnalité, qui abaisse l'équilibre émotionnel et nerveux. C'est-à-dire que si vous avez des gens autour de vous qui vous répètent que vous êtes comme si, que ça doit pas changer, que vous n'êtes pas capable d'eux, etc., ça devient vrai. Surtout si vous entendez ce genre de choses depuis votre naissance. Et de la même manière, tout ce que vous consommez, tout ce que vous absorbez volontairement ou non comme information, finit par s'infiltrer dans le cerveau. Alors dans le bouquin dont je vous parle, qui a donné suite à plein d'études, mais qu'il faudrait consulter, mais c'est assez laborieux, mais vous pouvez chercher aussi l'impact de l'information sur la santé mentale, ou plutôt l'équilibre nerveux. Moi, j'aime pas trop le terme de santé mentale. Je trouve que ça veut pas dire grand-chose de considérer qu'il y aurait un mental standard. Voyez quoi. Et donc, ça, c'est un phénomène qui s'est énormément amplifié depuis les années 2010, avec l'explosion d'Internet, de ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Alors, est-ce que c'est vraiment social, ces réseaux-là? Je sais pas. Mais en tout cas, ce sont des marchands d'espace publicitaires. De toute façon, Facebook, Instagram, TikTok, c'est-à-dire que ces systèmes-là, ces algorithmes-là, ces plateformes-là, n'ont pas été créés pour votre plaisir, pour que vous puissiez vous éclater à faire des photos et à discuter avec vos proches. Ce sont des plateformes qui ont été conçues à la base pour faire du fric avec votre temps de cerveau disponible pour vendre de l'espace publicitaire. Toujours est-il que nous sommes en permanence bombardés d'informations. Vous, moi, n'importe qui, à part dans certains emplois industriels où vraiment ça reste strict et que les gens doivent vraiment laisser leur téléphone au vestiaire avant d'aller sur la ligne de production et n'ont accès à aucune information quand ils sont sur leur poste de travail. Dans une ville comme Mâcon, ville tertiaire, ville administrative, je le sais parce que je le vois faire, il suffit de regarder un peu les réseaux sociaux, c'est toujours en pleine journée que les gens sont le plus actifs sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que 90% des gens sur les réseaux sociaux, alors c'est pas de la vraie statistique, c'est une estimation comme ça, la majorité des gens qui sont actifs sur les réseaux sociaux sont actifs pendant leurs heures de travail. Ce qui dit quand même quelque chose sur le rapport qu'on a avec le travail aujourd'hui, quoi. Et en fait, vous avez comme ça une proportion très importante de la population qui passe ses journées avec vraiment une fenêtre ouverte comme ça sur l'extérieur, et qui va faire ce qu'on appelle du doom scrolling, c'est-à-dire le défilement de l'enfer, en fait, c'est-à-dire par exemple sur TikTok, vous passez des vidéos, et si vous cliquez sur un truc un peu attractif, un peu piège à clic, vous voyez, et dans les mécanismes de la persuasion, du marketing, de la communication, de tout ce qui est lié à la marchandisation de l'information, bon, généralement, qu'est-ce qui fait cliquer? Le sexe, le danger, enfin, en gros, c'est ça, quoi. Donc, si vous avez un truc un peu sexy ou un peu dangereux, où on vous parle d'attentats, de machins comme ça, malgré vous avez des chances de cliquer, et quand vous cliquez une fois sur un type de contenu, de par le fonctionnement des algorithmes, on va vous reproposer les mêmes choses. Vous voyez, si vous cliquez sur une vidéo qui parle du dernier scandale politique d'hier ou d'avant-hier ou d'aujourd'hui, vous allez avoir que des vidéos de react, de gens qui parlent de la même chose, et ça devient important dans votre esprit parce que vous en entendez parler toute la journée.
Donc ça rejoint un peu ce que je disais dans l'épisode précédent, où je parlais un peu de déconnexion, mais il s'agit pas seulement de déconnexion avec le téléphone, mais parfois on a besoin de faire une déconnexion avec le monde entier, en fait. Chose qu'on n'a pas le temps de faire, qu'on ne veut pas faire, que tout le monde nous incite à ne pas faire, en fait, c'est-à-dire arrêter d'écouter les gens, arrêter d'écouter ce qu'il y a autour de soi, s'isoler, se replier sur soi et commencer à pas seulement écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi, mais aussi et surtout se donner de l'espace, se donner du temps, se donner un contexte, se donner la possibilité de digérer l'information qui est absorbée. C'est-à-dire que vous avez plein de gens comme ça que je connais, que j'ai rencontrés, à qui j'ai parlé de ça, ou qui l'ont compris par eux-mêmes en discutant. Il y a beaucoup de situations, en fait, dans les séances d'hypnose, où je me suis dit, mais en fait, il n'y aurait même pas besoin de faire de l'hypnose parce que la personne a eu un déclic simplement en expliquant les choses. C'est ça l'importance de l'écoute, en fait. Vos journées, comment ça se passe, vous me dites que vous êtes stressé tous les jours, etc. Par exemple, est-ce qu'il y a des jours où vous êtes plus stressé que d'autres? Est-ce que vous êtes plus stressé dans certaines situations? Est-ce que c'est plus le matin, plus le soir? Comment ça évolue? Et les gens, à travers ces questions ouvertes, commencent à réfléchir, à développer, à expliquer les choses. Et il y a cet effet un peu eureka, vous savez, les gens disent, bah ouais, j'ai remarqué, c'est souvent, tiens, bah moi je regarde le journal de 20 heures, et c'est vrai que, en fait, je me rends compte maintenant, c'est vrai qu'après je me sens pas très bien, peut-être que je devrais m'informer autrement, enfin, vous voyez quoi, ce genre de choses, où vraiment il y a un déclic, il y a vraiment un déclic, simplement le fait d'avoir été écouté, d'avoir été vraiment écouté. Quand la personne peut exprimer ce qu'elle a dans la tête, sans interférence, avec même un encouragement, une écoute active, une écoute attentive, une écoute profonde, ça permet de faire émerger des compréhensions, des prises de conscience et d'avoir un déclic. Enfin, c'est un peu, c'est quelque chose je suis toujours un peu émerveillé devant cet effet-là. Bon, on fait quand même de l'hypnose, mais globalement, la personne va en hypnose déjà avec cette compréhension consciente là. Et ça change énormément de choses, évidemment. Et en fait, c'est un peu le principe aussi de la séance d'hypnose. En tout cas, quand on parle de stress, de surcharge nerveuse ou de charge mentale, de saturation mentale, moi j'aime bien utiliser ce terme-là qui est très explicite. C'est-à-dire que vous avez des personnes stressées, surmenées, angoissées, épuisées nerveusement, physiquement et émotionnellement à vif, quoi. Avec des questions, des questionnements, une confusion, un ressassement, quelque chose qui tourne en boucle, des gens qui en perdent le sommeil parce qu'il y a de la pensée circulaire, comme ça, et d'avoir un temps qui est très court, en fait. Parce qu'une séance d'hypnose, chez moi, ça dure 1 heure, 1 heure et quart, parfois 1 heure et demie. C'est assez souvent que ça déborde parce que les gens ont beaucoup de choses à dire et que ça vaut le coup de prendre un quart d'heure de plus, ça peut vraiment faire une différence, en fait. C'est-à-dire, c'est un temps qui est court comparé à toute une vie, quoi. Et le temps passé en hypnose proprement dite, il est encore plus court, parce que globalement, les gens, sur une séance d'1 heure, vont passer une demi-heure, 40 minutes, si vraiment l'entretien de début de séance a été rapide, maximum en hypnose. Et si, suivant les gens, s'il faut 10 minutes ou 2 minutes pour mettre la personne en hypnose, vous voyez, c'est un temps qui est très court, mais qui est extrêmement productif, entre guillemets. Puisque, normalement, les questions de rentabilité, on les mélange pas à la pratique de l'hypnose, mais le monde étant ce qu'il est, on a quand même toujours cette évaluation des choses en termes de rentabilité, de productivité, d'efficacité, etc. Ce qui est logique, hein. Et donc, en un temps très court, votre cerveau, c'est-à-dire même le vôtre, quoi, est capable de traiter une masse d'informations qui est vertigineuse, en fait. Parce que vous avez créé de la disponibilité pour ça. C'est-à-dire que des gens qui se posent des questions par rapport à leur vie, mais pourquoi et comment je vais faire, et comment je peux gérer ça, et qu'est-ce que je dois penser de ça, où vraiment il y a un envahissement de pensées comme ça, circulaires et anxiogènes, en 20 minutes passées en hypnose profonde.
ça peut vraiment ramener la personne à un calme, un silence, une stabilité mentale, une clarté d'esprit, comme un redémarrage d'ordinateur. C'est à peu près la seule comparaison que je me permets entre l'humain et l'ordinateur. Malheureusement, c'est une métaphore assez courante dans le monde de l'hypnose. On a tendance un peu à décrire le fonctionnement du cerveau comme un espèce d'algorithme ou de disque dur. Mais l'être humain est infiniment complexe, l'être humain est insondable. Mais quand même, on a des patterns, on a des programmes, on a des choses qui se répètent, et comme un ordinateur ou un téléphone, hein, pour être un peu plus actuel, on peut se retrouver en surcharge et avoir besoin de faire une défragmentation. Voilà, si vous êtes de la vieille école de l'informatique, vous avez connu ça. Au bout d'un moment, votre PC il est saturé, il y a trop de fichiers, il y a trop d'informations, les fichiers sont éclatés, dispersés partout dans le disque dur, et chaque fois que vous avez besoin de trouver une information, la machine doit explorer tous les fichiers pour rassembler des bouts de fichiers pour arriver à faire le fichier complet. Et la défragmentation, c'est le truc qu'on faisait en fin de journée avec les ordinateurs sous Windows 95. Voilà, bienvenue au Boomer Club. Où fin de journée, on lançait la défragmentation, ça durait toute la nuit, et vous aviez tous les petits carrés qui s'affichaient, qui correspondaient aux fichiers fragmentés, et à la fin, vous aviez une ligne avec tous les carrés bien rangés, bien mis ensemble. Si vous aviez de la chance, il suffisait d'une nuit et le lendemain matin vous pouviez travailler, et si vous aviez trop attendu pour faire la défragmentation, ça pouvait durer 3 jours où l'ordinateur était inutilisable parce qu'il était en maintenance. Et ça, moi je trouve que c'est une très bonne comparaison avec ce que je constate chez beaucoup de gens au quotidien en fait. C'est que l'hypnose, on peut comparer ça un peu à de la maintenance informatique, à de la mise à jour, d'accord ? Mise à jour de logiciels, défragmentation, nettoyage de disque dur, redémarrage, vous voyez, pour prendre un nouveau départ, mais pas forcément un changement dans la structure profonde du système, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que l'hypnose ne vous fait pas devenir quelqu'un d'autre, c'est pas magique dans le sens où ce n'est pas surnaturel, c'est naturel en fait. C'est un fonctionnement physique de la personne, du cerveau, de l'esprit. Il y a vraiment quelque chose qui se passe, enfin qui est identifié d'ailleurs en imagerie neurologique, même si on comprend pas bien la nature du phénomène, on sait qu'il se passe vraiment quelque chose au niveau des ondes cérébrales, des zones du cerveau qui s'activent, etc. Et ce qui se passe, et ça, je pense que tout le monde connaît ça, même moi, même les thérapeutes connaissent ça, enfin, voire surtout les thérapeutes, parce qu'on a plus tendance à s'occuper des autres qu'à s'occuper de soi, mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Et on sait qu'il y a cette nécessité de faire de la maintenance. Voilà, je sais que je suis stressé, je sais que je suis épuisé, je sais que je suis saturé mentalement, que j'en peux plus, que j'en ai plein la tête, que j'endors plus la nuit, que j'arrive plus à rien, que j'arrive plus à travailler. Je passe mes journées dans un espèce de demi-sommeil où tout est vague et confus, et je passe mes nuits dans une agitation mentale incroyable. Enfin, c'est ça la situation dont je vous parle, ok ? Et je sais que, enfin, je dis je, mais c'est vous, c'est moi, c'est beaucoup de gens, quoi. Vous voyez, on sait qu'à un moment il faudrait arrêter la machine, il faudrait faire un redémarrage, il faudrait faire une pause, mais par définition, le stress, l'anxiété empêchent de faire des pauses. C'est-à-dire que le stress, je vais dire le mot stress, mais on pourrait mettre d'autres mots, on pourrait mettre l'angoisse, on pourrait mettre des tas de mots différents dessus. C'est pas, enfin voilà, on n'est pas dans le dictionnaire, on n'est pas là pour faire. On n'est pas à l'Académie française, donc on utilise les mots qui nous viennent, hein, et généralement on arrive quand même à se comprendre. On sait qu'il y a cette nécessité d'arrêter la machine et de faire de la maintenance, de faire un redémarrage, une mise à jour, une défragmentation, un nettoyage de disques, désinstallation de programmes si vous voulez, mais on ne le fait pas parce qu'on n'a jamais le temps, parce que l'anxiété pousse à agir en fait. C'est-à-dire que plus une personne est stressée et plus elle a besoin d'agir, plus il y a un besoin de contrôle qui se développe, alors que le contrôle, au contraire, a tendance à diminuer à mesure que
que le stress augmente. Je sais pas si ma phrase est bien construite, mais vous voyez l'idée. C'est-à-dire que plus on est anxieux et plus on a besoin d'agir et de contrôler les choses. Le problème, c'est que plus on est anxieux et plus on aurait besoin de surtout faire une pause, en fait, de s'arrêter, de dormir, de prendre du recul, de prendre de la distance, de prendre de la hauteur sur les choses. Mais par définition, le stress empêche de s'occuper du stress. D'où l'importance aussi du message que je porte à travers ces différentes publications que je fais depuis des années. Là, en ce moment, c'est le podcast, de ramener un peu à la conscience de ce qui se passe, de tirer un peu la sonnette d'alarme et de dire aux gens, bah, écoutez, si vous êtes en train d'écouter ça, si vous faites des recherches par rapport à l'hypnose, etc., enfin, la première chose à faire, c'est de vous arrêter, quoi, de faire une pause. Vous pouvez aller, si vraiment vous en pouvez plus, vous pouvez aller voir votre médecin et qui vous mette en arrêt. Pourquoi pas? Après, ça peut générer d'autres problèmes, des conflits avec l'employeur, mais surtout des conflits avec soi-même. D'ailleurs, c'est quelque chose. J'en parle parce que c'est une médecin généraliste qui raconte pas mal de choses sur YouTube, de choses comme ça, et qui parlait des arrêts maladie en fait, où elle dit, à une époque où vraiment, le gouvernement tape sur les gens qui se mettent en arrêt maladie, etc. Elle disait, mais les gens ne se mettent pas en arrêt, c'est un médecin qui met les gens en arrêt parce qu'il y a un problème médical. Et le problème, c'est que 80% des gens à qui je fais un arrêt ne prennent pas leur arrêt et préfèrent aller travailler parce que sinon ils vont se faire harceler par leur patron, mais surtout parce que sinon ils peuvent plus se regarder en face en fait. C'est-à-dire que je pense qu'il y a vraiment une éducation qui n'est pas faite à ce niveau-là, d'une manière générale, c'est-à-dire qu'on n'apprend pas ça à l'école. Aujourd'hui, ça s'apprend. Dans les écoles, même dans les collèges, il y a des cours de yoga, il y a des activités, il y a de l'éducation sur les émotions, sur des choses comme ça. En maternelle, on apprend à parler de ses émotions maintenant. Chose où, quand moi j'étais à la maternelle, j'ai 49 ans, le mot émotion n'existait même pas. Le concept même d'émotion, c'est quelque chose qui n'existait pas. C'est-à-dire à un moment, vous aviez à peu près le droit d'être content à condition de pas rigoler trop fort et de pas vous faire remarquer, mais si vous pleuriez, alors là, c'était fini, vous n'aviez pas le droit, quoi. La colère, encore, ça pouvait, c'était acceptable. C'est vraiment ce que je disais, les émotions, c'est culturel. C'est culturel avant d'être personnel. Et donc, ce n'est pas une faiblesse de devoir faire une pause. Moi je trouve que c'est même une preuve de sagesse. À un moment, d'avoir conscience des choses, d'ouvrir les yeux, d'accepter les choses comme elles sont, de se dire ah ouais mais aujourd'hui je suis vraiment, ça va pas, faut que je m'arrête, faut que je fasse quelque chose quoi, faut que je fasse une pause. Et le problème, c'est que dans la vie de tous les jours, vous ne pouvez pas faire une pause. Vous ne contrôlez pas votre environnement, et travailler sur son environnement, ce serait à la limite entre guillemets le boss final dans le développement personnel, c'est de contrôler son environnement. Mais généralement, quand on est pris dans le stress, dans l'anxiété, dans la saturation mentale, ce genre de choses qui amènent tant de problèmes, en fait, la fatigue nerveuse, le manque de sommeil, l'envahissement des émotions, des pensées. Dans ces moments-là, on a tendance à reproduire ce qu'on a appris, c'est-à-dire apprendre sur soi, ne pas s'écouter et forcer, puiser dans ses réserves. Et pourrait dire que est-ce qu'on pourrait pas apprendre à gérer son énergie comme on gère son argent? C'est-à-dire qu'à un moment, au niveau de l'argent, normalement, quand vous êtes à découvert, vous limitez les dépenses. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez pas tirer encore plus, vous allez pas dépenser encore plus d'argent quand vous êtes à découvert. Mais ce qui se passe avec l'énergie, avec l'énergie mentale, l'énergie physique, c'est que généralement plus on est en bas, plus on est à court d'énergie et plus on a tendance à agir, à suragir, à se suradapter, etc. Et ça c'est pas bon. Mais c'est ce qu'on apprend et on se conforme à ce qu'on apprend et c'est tout à fait logique.
Mais dans la vie du quotidien, vous ne pouvez pas faire en sorte de prendre des pauses quand vous voulez, ce n'est pas forcément possible de faire une pause, c'est pas forcément possible de dormir plus, c'est pas forcément possible que les gens vous laissent tranquille et ne vous demandent rien, d'ailleurs c'est pas non plus le but. Et finalement, ce que vous pouvez contrôler, c'est votre temps libre, à condition d'en avoir. Et finalement, le temps libre, dans le quotidien, on n'en a pas tant que ça. Si vous avez un travail, des responsabilités, des enfants, une famille, etc., le temps libre, ou vraiment libre, où vous faites vraiment ce que vous voulez en pensant qu'à votre plaisir personnel, c'est quelque chose d'extrêmement rare. Et donc, c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Mais même si vous avez que 5 minutes dans la journée de temps libre, même si c'est par bout de 10 secondes, je sais pas, vous pouvez quand même contrôler ça. C'est déjà pas mal. Et si vous n'avez aucun temps libre, alors vous avez un gros problème, mais ça peut être un premier objectif, ça peut être une première étape de créer du temps libre tous les jours, de gratter 1 minute par-ci, 5 minutes par-là, et souvent, prendre du temps libre, prendre du temps pour soi, ça c'est quelque chose qui revient énormément chez les gens que je rencontre, surtout chez les femmes, surtout chez les mères de famille. Je ne prends pas de temps pour moi, je ne peux pas, parce que même si c'était possible matériellement, il y a pas, il y a la mauvaise conscience, la conscience sociale qui vient vous rappeler alors pour vous dire attends, là tu penses à toi, t'es pas productive, t'es pas en train de faire pour les autres, donc lève-toi, bouge-toi, fais quelque chose. D'ailleurs, la plupart des gens qui souffrent de problèmes de stress et d'anxiété ont toujours ce mécanisme en fait. C'est quelque chose qu'on me décrit très souvent. Je ne peux pas me poser, je ne peux pas me reposer parce que dès que je m'arrête, dès que j'arrête de m'agiter dans tous les sens, je rumine, je gamberge et c'est insupportable. Voilà. Pour ça que c'est intéressant de meubler comme ça du temps, pas forcément avec de l'activité, mais avec ça peut être de l'activité, hein, mais disons qu'il y a des activités qui ne sont pas vraiment des activités dans le sens où ce qu'on fait aujourd'hui, ce que font la plupart des gens, dès qu'ils ont 2 minutes de disponible, c'est de sortir leur téléphone, de regarder des conneries sur TikTok, hein, passez-moi l'expression, mais vraiment des choses qui sont inutiles, qui sont anxiogènes, et même le rythme en fait, le rythme de publication, le rythme de consultation de ces contenus est anxiogène. De regarder des vidéos qui font moins d'1 minute à la chaîne, ce n'est pas normal pour notre organisme en fait. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, je me permets, même si on me l'a déconseillé, on me l'a fortement déconseillé, hein, j'ai plein de camarades qui font du podcast, qui ont des blogs, etc., m'ont dit non, mais aujourd'hui, il faut faire des shorts, tu vois. Si les vidéos, elles font plus de 30 secondes, les gens, ils décrochent, les gens, aujourd'hui, ils ont une mémoire de poisson rouge, etc. Et moi, j'essaie de rester en accord avec ce que je pense, et moi, je dis qu'il faut revenir au contenu long, il faut arrêter avec les vidéos de 30 secondes, si on a besoin d'1 heure pour expliquer quelque chose, de prendre 1 heure, et puis si les gens veulent pas prendre 1 heure pour écouter, tant pis, mais on ne devrait pas encourager cette course en avant de la consultation de contenu hyper court. C'est-à-dire comment ça va être dans 5 ans, dans 10 ans, les vidéos sur TikTok, ça va durer 1 seconde, je vois pas où ça nous emmène ça. Donc s'il n'y a pas grand-chose que vous pouvez contrôler dans votre vie, mais que vous avez quand même un besoin de contrôle, ça correspond à peu près aux situations que j'ai décrites jusque-là, une première chose que vous pouvez faire, c'est déjà essayer de vous créer du temps libre, jusqu'à ce que ça devienne acquis, que ça devienne normal, et ça implique aussi certaines résolutions de conflits internes, conflits avec l'extérieur, parce que prendre du temps pour soi, ça revient généralement à voler du temps aux autres. C'est-à-dire c'est du temps que habituellement on consacre à autre chose, que vous devez vous réapproprier et qui va être un peu considéré comme du vol, quoi. C'est-à-dire si vous avez des enfants, vous savez de quoi je parle. Quand vous dites j'ai besoin de 5 minutes, tu viens pas me parler, tu me demandes rien, là vraiment j'en peux plus, faut me foutre la paix. C'est très difficile à accepter pour les proches en fait. Et d'ailleurs, si vous êtes parents, vous connaissez ça par cœur, hein, depuis la naissance de vos enfants. C'est dans les moments où vous êtes le moins disponible que vos enfants ont le plus besoin d'attention. C'est incroyable, quoi. Voilà l'idée. Bon, je vais pas
je vais pas aller plus loin là-dedans, mais au départ j'avais parlé de l'information. Donc dans ces moments de flottement, si vous pouvez pas faire autre chose, si vous vous sentez pas capable de faire autre chose que de regarder des vidéos sur TikTok ou sur Instagram, bon, j'ai rien contre TikTok ou Instagram, essayez de trouver des contenus intéressants. C'est-à-dire plutôt que de scroller au hasard dans le flux des trucs auxquels vous êtes abonné, qui vous racontent tout le temps la même chose et qui n'apportent rien d'autre que de l'anxiété, de la surcharge nerveuse. Enfin, vous vous rendez compte de la quantité d'informations qui entrent dans votre cerveau en permanence. Et je vais oser une métaphore un peu bizarre comme ça, mais pour vraiment marquer ce que je veux dire, c'est que par la consommation d'informations comme ça, un peu aléatoires, répétitives, vous laissez les algorithmes disposer de votre cerveau, mais vous ne feriez pas ça avec votre corps. C'est-à-dire vous ne laisseriez pas un inconnu disposer de votre corps comme ça, vous laissez pas les gens vous tripoter quand vous vous baladez dans la rue, enfin voilà. Et bon, je sais que l'image est un peu forte, mais c'est mais c'est voulu. C'est-à-dire que c'est votre cerveau, ça devrait être un espace un peu sacré, quoi. Je veux dire, quand les gens vont voir un hypnothérapeute, ils savent que l'hypnothérapeute va faire des suggestions en état d'hypnose, et donc il y a quand même une conscience des enjeux, quoi. Je veux dire, attends, cette personne-là, est-ce que vraiment je suis sûr? Est-ce que je lui fais confiance? Est-ce que je me sens à l'aise par rapport à ça? Pourquoi on fait pas ça avec la télévision et avec Internet? Votre attention est précieuse, votre attention est sacrée, et ce que vous laissez rentrer dans votre cerveau, ça n'est jamais anodin, quoi. Et jour après jour, ce que vous faites tous les jours, pendant des jours, pendant des semaines, pendant des années, ça devient la normalité, ça devient la vérité, et vous devenez ce que vous absorbez comme information. Vous êtes ce que vous mangez, vous êtes l'information que vous consommez. Voilà où je voulais arriver avec ces explications peut-être un peu longues. Bon, je ferai mieux la prochaine fois. Merci de votre attention, à très bientôt.